Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, 3 commerçants sénégalais originaires de Ouassakodé, une localité du département de Matam, ont été enlevés au Mali par des hommes armés décrits comme des alliés des forces maliennes. D'après certains témoignages, ils ont été embarqués dans leur chambre. C'est la tristesse et la désolation à Ouassakodé. Pendant ce temps, Thierno Alassane Sall était face à la presse cet après-midi. Le leader du parti La République des Valeurs dénonce toujours et parle de nébuleuse dans le dossier Azer. La deuxième phase du comité de pilotage du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique s'est tenue aujourd'hui. Le coût global du projet est estimé à 170 milliards de francs CFA. Ce programme ambitionne de mettre en place un cadre solide pour la prévention et la gestion des risques d'inondation. Enfin, après 42 ans d'attente, le village d'Ediawat, situé dans le département de Bignona, renoue enfin avec le Boukout, une cérémonie d'initiation traditionnelle dans le bois sacré. Le Boukout, pilier de la culture diola, continue ainsi de se transmettre de génération en génération. À suivre dans cette édition le reportage de notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, c'est la tristesse et la désolation à Ouassakodé. 3 commerçants sénégalais originaires de cette localité du département de Matam ont été enlevés au Mali par des hommes armés décrits comme des alliés des forces maliennes. D'après certains témoignages, ils ont été embarqués dans leur chambre. N'est-ce pas, Amadou Diallo? 3 Sénégalais originaires du village de Ouassakodé dans le département de Matam ont été enlevés depuis le vendredi 8 août dernier dans leur domicile au Mali. Les faits se sont déroulés dans la localité de Djeni, cercle de Kolikani, dans la région de Koulikoro, située au centre-ouest du pays. Selon certaines sources, des forces armées régulières décrites comme des alliés de l'armée malienne les ont embarqués. Une situation qui choque les familles des détenus. Nous avons entendu qu'ils ont été enlevés dans leur chambre par des hommes armés au Mali. Depuis qu'ils ont été enlevés jusqu'à présent, on n'a pas eu de leurs nouvelles. Nous sommes dans des difficultés depuis leur détention. Tout notre espoir reposait sur eux. Le bâtiment que tu aperçois, c'est l'œuvre de mon fils. Il fait partie de ces gens qui ont été détenus au Mali. Et aujourd'hui, le chantier est en œuvre. Face à cette situation, leurs familles réclament leur libération et interpellent les autorités sénégalaises. Depuis qu'ils ont été détenus jusqu'à présent, on n'a pas de leurs nouvelles. Nous sollicitons de l'aide aux autorités sénégalaises pour que nos fils détenus au Mali puissent retrouver leur liberté. Après une semaine de captivité, pas toujours de leurs nouvelles. À Ouassakodé, émotion et consternation se lisent sur le visage de ces familles. Émigrés au Mali depuis plusieurs années, ces 3 hommes détenus par des forces armées faisaient du commerce comme activité dans les marchés hebdomadaires. Leur tranche d'âge varie entre 36 et 40 ans. Depuis leur détention, des initiatives et des démarches ont été entreprises par certains fils du terroir pour leur libération. Et les autorités de notre pays ont été saisies. À l'instant, le reportage de notre correspondant permanent à Matam, Amadou Omar Diallo. La deuxième phase du comité de pilotage du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique s'est tenu aujourd'hui à Dakar. Ce programme ambitionne de mettre en place un cadre solide pour la prévention et la gestion des risques d'inondation. Le coût global du projet est estimé à 170 milliards de francs CFA. Les détails avec Ndeye Alifal et Selman Diallo. Face aux situations critiques liées aux inondations, la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, projet 2, a pour ambition de mettre en place un cadre solide pour mieux prévenir et gérer les risques d'inondation. Ceci est la première réunion, comme je l'ai dit, et l'objectif est effectivement d'évaluer, de faire un suivi de ce projet, de sa mise en œuvre, de pouvoir valider
les orientations et les décisions qui sont prises. C'est un projet dont le montant financier global est autour de 170 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement souligne que la lutte contre les inondations constitue une œuvre de longue haleine. Selon Cheikh Tidiane Dièye, seule une démarche inscrite dans la durée permettra de sortir durablement de cette situation. La lutte contre les inondations, ça prend du temps, ça ne se règle pas sur un jour. Aucun gouvernement nulle part dans le monde n'a réussi à le régler à 100% en disant que ça n'existera plus. Ce sont des phénomènes souvent liés au changement climatique, mais les résultats doivent s'apprécier progressivement. On se rend compte que quelquefois, il y a des problèmes de coordination, il y a des problèmes sur les décisions d'investissement, sur les décisions des types d'ouvrages à mettre en œuvre, mais on ne jette pas non plus le bébé avec l'eau du bain. Pour sa part, le directeur général de l'ADM, Agence de développement municipal, insiste sur la nécessité d'impliquer pleinement les collectivités territoriales afin de renforcer l'efficacité des interventions. L'atteinte de l'objectif d'un développement urbain territorial équilibré par la promotion des pôles territoires nécessite une plus grande implication des collectivités territoriales avec un lien à recréer en deux dimensions essentielles du développement territorial. Je veux parler du développement urbain et la gestion des conséquences des changements climatiques, notamment les risques et catastrophes naturelles. Depuis son lancement en 2021, le projet 2 a permis la réalisation d'infrastructures majeures dans 8 communes bénéficiaires situées dans les départements de Keur Massar, Rufisque et Guédiawaye. Direction Saint-Louis, ils sont plus de 400 capitaines de pirogues de pêche à participer à une formation sur la sécurité en mer. Cette initiative de l'ANAM, Agence nationale des affaires maritimes, concerne également la délimitation des frontières et les incursions dans l'espace du champ gazier GTA. Momar Alisnia et Mokhtar Seck. Durant 5 jours, près de 450 capitaines d'embarcation vont être formés grâce à une initiative de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM, une session de formation qui pourrait contribuer à booster le secteur de la pêche. Saint-Louis est une région où le secteur de la pêche joue un rôle extrêmement important en termes de revenus, de ressources, mais surtout d'énergie que la pêche mobilise. Nous savons également que de temps à autre, nos pêcheurs sont confrontés à des incidents, pour ne pas dire des accidents, et parfois même des accidents qui découleraient d'un certain manque d'information et d'initiation. Cette formation porte sur plusieurs modules, dont la sécurité maritime, la pêche responsable, la maintenance préventive des moteurs hors bord, ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident pour la sauvegarde de l'équipage. Ces compétences seront très utiles aux pêcheurs. Il est utile à ce que nos pêcheurs soient aussi bien formés pour qu'ils puissent appliquer les mêmes règles, parce qu'ils partagent les mêmes espaces géographiques avec les autres acteurs et souvent il y a effectivement des conflits. Alors, tout ça, et pour la plupart de ces conflits, c'est dû à un manque d'information et un manque de connaissances. Donc ces formations sont articulées autour effectivement des informations utiles pour que les pêcheurs puissent assurer leur sécurité. Elle permettrait aussi d'éviter les incursions dans les zones frontalières ou à proximité de la plateforme gazière Grand Tortue à Meyim. C'est important que les pêcheurs eux-mêmes puissent savoir le tracé, la délimitation des frontières pour éviter certaines situations qui peuvent impacter aussi bien leur vie, leur matériel que aller au plus haut niveau. On sait que cette plateforme-là est exclusivement dédiée à l'exploitation du gaz et du pétrole et permettre d'avoir des comportements qui puissent ne pas gêner l'exploitation du gaz et permettre maintenant le développement normal des activités de pêche. Les bénéficiaires saluent cette initiative de l'ANAM et demandent la pérennisation de pareilles activités.
À Linguère, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a annoncé la création d'une réserve naturelle communautaire de 750 hectares à Lac-Bar afin de restaurer la biodiversité. Daouda Ngom dirigeait la caravane nationale écologique et se fixe un objectif de 45 000 arbres dans cette campagne de reboisement en partenariat avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Le voici au micro de Nal Diop et Serigne Thiam. Venu aujourd'hui à Lac-Bar entre dans le cadre de la caravane écologique. Cette caravane écologique est une innovation de la campagne de reboisement 2025. Elle consiste à sillonner les 8 pôles territoires pour mobiliser les Sénégalais autour d'initiatives de reboisement, mais également pour sensibiliser les Sénégalais pour une citoyenneté écologique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la parcelle de Lac-Bar, une parcelle de 750 hectares qui sera reboisée, ensemencée avec des espèces qui existent dans la zone et notamment 45 000 plants seront mis sur terre, en terre ici dans cette parcelle de Lac-Bar. Et dans le long terme, cette parcelle sera érigée en réserve naturelle communautaire comme celle de Koili Alpha, où on introduira des animaux sauvages pour un peu restaurer la biodiversité. Ce qui est important dans cette initiative qui entre dans le cadre du projet PAREC. Le projet PAREC, c'est un projet porté par l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, un projet d'amélioration de la résilience des communautés et des écosystèmes. Cette initiative contribue à restaurer les terres dégradées. Je vous ai parlé tout à l'heure de 750 hectares, mais elle contribue également à limiter un peu la désertification et la déforestation, tout en luttant contre les effets néfastes des changements climatiques. Inauguration à Mbos d'un forage d'un débit de 35 mètres cubes à l'heure, entièrement financé par la mairie de Toubatoul. Le coût global est estimé à 24 millions de francs CFA pour la fourniture en eau de 4 villages. Le maire Ahmed Dieye insiste sur la gestion de ce joyau qui assure directement l'alimentation en eau potable de plus de 5000 personnes. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. La commune de Toubatoul pousse un ouf de soulagement. Plus de 5000 personnes vont être impactées par l'infrastructure, laisse entendre le maire. Un village qui polarise une population estimée à 5600 personnes pour un coût global estimé à 24 millions, financé entièrement sur fonds propres du conseil municipal de la commune de Toubatoul. Donc nous sommes ravis d'être accueillis et de manière chaleureuse par les populations des villages concernés. Tous les imams sont présents, les notables et les chefs de village, les femmes, les jeunes et les enfants, pour manifester leur contentement, mais également montrer que ce joyau est venu à son heure et que véritablement le forage reste une infrastructure nécessaire pour le développement et pour le bien-être des populations. Pour ce qui est de la durabilité de ce forage, l'édile se veut rassurant. La rigueur sera de mise. Une gestion efficace, mais également une gestion axée sur les résultats, parce qu'une infrastructure de ce genre nécessite une très bonne gestion, une gestion rigoureuse pour la longévité de l'infrastructure, mais pour assurer un avitaillement correct en eau potable. L'infrastructure est dotée d'une capacité optimale de production en eau potable, à en croire le partenaire de la commune de Toubatoul. Bi ñu defee essai de pompage yi gis nañ ne forage bi mën naa génne 35 mètres cubes par heure 35 mètres cubes nag par heure mooy lan mooy fanweer ak juróomi junniy litre heure bu si nekk. Mbos, Ndiar, Samen sont les principaux villages bénéficiaires du forage, un forage inauguré en grande pompe.
Le président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a fait face à la presse cet après-midi. Il est revenu largement sur le dossier Azer. L'ancien ministre persiste dans ses accusations et affirme que le dossier est entièrement de la responsabilité du nouveau régime. Thierno Alassane Sall campe sur sa position et parle de nébuleuse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comment renforcer la transparence dans l'administration publique? Le ministère de la Justice mise sur la digitalisation. Ce projet bénéficie déjà d'un appui financier du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Il est estimé à $50 000 pour la mise en place d'une nouvelle plateforme numérique dédiée à la bonne gouvernance. Les détails avec Elisabeth Grastine et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. En vue de renforcer la transparence dans l'administration publique, sa digitalisation s'avère nécessaire. Dans ce contexte, le ministère de la Justice, à travers la direction du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance, se tourne vers une plateforme numérique. L'objectif sera de mettre en place la plateforme. Et quand on va mettre en place la plateforme, on va aller vers le partage, la sensibilisation surtout avec les catégories d'acteurs. On va même aller dans les territoires pour rencontrer les collectivités territoriales, pour leur former, leur sensibiliser sur l'utilisation, mais également sur la pertinence donc, de ce dispositif digitalisé. Il sera mis en place au plus tard d'ici le mois de novembre. C'est ce qui est prévu. Le programme des Nations Unies pour le développement, prêt à accompagner le ministère de la Justice dans le développement de ce dispositif, a déjà accordé un financement initial de $50 000. Nous allons travailler avec le ministère de la Justice pour développer ce dispositif, identifier des indicateurs qui soient utiles pour justement évaluer l'efficacité des politiques publiques. Je crois que nous le savons tous, on peut avoir les meilleures politiques publiques, mais il faut que ces politiques soient mises en œuvre. Alors pour l'instant, le PNUD a fait un investissement initial de $50 000 et nous allons voir comment nous pouvons continuer à accompagner ce processus dans les mois et années à venir. Pour rappel, cette plateforme destinée à mettre l'information à la disposition de tous les citoyens s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui consiste à digitaliser l'administration en vue d'une bonne gouvernance et d'une transparence accrue. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, les 17 recommandations du Conseil interministériel, le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a tenu un atelier de présentation et de partage du cadre de concertation pour l'année 2025, l'encouragement à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises figure parmi les orientations. Voici Dr Alioune John, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. Ce cadre de concertation fait partie des instances les plus importantes dans la mise en œuvre de l'économie sociale solidaire. Pour celui de cette année, il est marqué par la mise en place de 3 commissions ad hoc, notamment dans des secteurs jusque-là comme la fiscalité, qui n'étaient pas bien prises en compte. Mais également, dans le cadre, ça entre dans le cadre de l'encouragement à la responsabilité sociétale d'entreprise à travers une stratégie qui va être étudiée, élaborée et mise en œuvre. Mais également, c'est un cadre qui permet de mener la politique dans la manière la plus inclusive possible, la plus participative possible. C'est à ce titre que nous avons tous les partenaires techniques et financiers. Je peux citer entre autres le système des Nations Unies, la coopération italienne, les acteurs non étatiques, pour ne pas être exhaustif, juste pour montrer l'intérêt de ce cadre par rapport à la politique que nous avons l'obligation de mener dans le secteur.
Les objectifs attendus de cette rencontre, c'est juste de pouvoir baliser le terrain sur les aspects jusque-là qui n'ont pas été pris en compte, mais surtout qui ont constitué des blocages. Santé dans cette édition, le Sénégal espère éliminer l'onchocercose d'ici à 2026. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye a fait cette déclaration lors d'une projection du documentaire Fly Collectors. Il affirme que l'élimination de la cécité des rivières, un nom qui désigne l'onchocercose, nécessite un engagement des plus hautes autorités du pays. Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, est au micro de Pape Mafalfa. Un film qui retrace une expérience formidable de personnes dévouées, de personnes engagées, volontaires au nom de leur communauté pour accompagner le Sénégal dans la recherche de l'élimination de l'onchocercose, qui est l'une des maladies tropicales négligées que le Sénégal combat depuis plusieurs années. Nous avons vu véritablement une dynamique qui nous a permis, après un demi-siècle de lutte, d'arriver à constater une certification par l'OMS qu'il n'y a plus de transmission de cette maladie. Mais il faut assurer une surveillance pour ne pas dormir sur les lauriers. Eux-mêmes l'ont dit dans leur message. Il ne s'agit pas de s'arrêter et de dormir sur les lauriers. Il faut continuer la surveillance. Encore quelques moments et d'ici quelques mois, on devrait arriver à l'élimination. En Afrique, il y a le Niger qui a fait cette élimination. Dans le monde, il y a 5 pays qui l'ont fait. Je pense que, comme nous l'avons eu récemment avec le trachome, le Sénégal pourra très prochainement arriver à déclarer, avoir certifié l'élimination de l'onchocercose au niveau du pays. Nous avons eu aussi le comité des experts qui s'est réuni venant de beaucoup de pays, du Sénégal mais également de pays voisins. Nous les félicitons, et saluons le travail qui a été fait. Mais véritablement chapeau bas aux collecteurs de mouches, aux captureurs de mouches, vraiment à ces volontaires, vaillants, engagés pour leur communauté. On veut les célébrer et les mettre également en exemple. Après 42 ans d'attente, le village d'Ediawat, situé dans le département de Bignona, renoue enfin avec le Boukout, une cérémonie d'initiation traditionnelle dans le bois sacré. Pendant 11 jours, les jeunes initiés ont suivi les rites et enseignements marquant leur passage à l'âge adulte, un événement majeur qui s'est déroulé dans une ambiance empreinte de culture et de tradition. Notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba, était sur place. Reportage. C'est un jour exceptionnel à Ediamat, anciennement appelé Djigouj. Après 11 jours de retraite dans le bois sacré, les nouveaux initiés font enfin leur apparition. Il est 16 heures et les populations affluent vers les abords du bois sacré, impatientes de voir leurs fils, leurs frères, leurs voisins. Les premiers coups de feu retentissent, les initiés sont là, coiffés de leurs chapeaux traditionnels, certains protégés par des parapluies, vêtus de pagne noir. Ils avancent en silence, empreints de solennité. Première escale, chez le responsable du bois sacré. Là, tout le village d'Ediamat s'est rassemblé. Les sages prennent la parole. Ils bénissent cette jeunesse revenue du bois sacré, marquée à jamais par l'enseignement reçu. C'est la joie sur la visage des femmes, des mères surtout, qui retrouvent leurs fils sains et saufs. L'émotion est palpable, les accolades, les larmes, les chants, tout est là pour témoigner l'importance de ce moment. Parce que xamuñu si sal lañu nekk parce que fu ñuy dem dañuy dem ci àll jigéen du fa dem lu dul góor rek loolu moo ñu xawoon jaaxal moo tax bu ñuy dem daf ñoo xaw a metti waaye dem nañu ci jàmm ñëw nañu ci jàmm fu ñu nekk nii kontaan rek
kontaan rek moo nekk si ñun. Entrer dans le bois sacré, c'est entrer dans l'âge adulte. Chez les Diola, c'est une étape fondatrice, un rite de passage essentiel. Vous savez, après 11 jours passés au bois sacré, rappelons-nous que c'est le 6 août que les enfants sont entrés au bois sacré, ponctués par des rites, mais aussi par, disons, beaucoup de séances d'éducation. Alors donc, un ensemble donc, de rites, un ensemble de transitions faites de culte, d'éducation et fondamentalement de l'éducation. Ce qui fait que dès qu'ils sortent, les femmes sont pressées de regarder est-ce qu'ils ont pu changer de comportement. Et elles vont voir que les enfants, là, à la sortie du bois sacré, vont véritablement opérer un changement fondamental dans le comportement de tous les jours. Ce lieu mystérieux, interdit aux non-initiés, est à la fois sanctuaire et école de vie. Des enfants peuvent naître avec nous, vivre avec nous, mais jamais ils n'arriveront à percer le mystère de Boucout. Jamais. Tu peux vivre avec ton frère, avec ton fils, jusqu'à l'extinction du soleil. Personne ne peut savoir et personne ne peut percer le mystère de Boucout. Mais pour le résumer, de manière générale, c'est une série de transitions, série de rites qui amènent l'enfant vers le processus de la maturation. Selon les responsables du bois sacré, les initiés reçoivent une éducation complète, basée sur les valeurs, la responsabilité, le courage et le respect des traditions. Un de ces jeunes partage son ressenti. Par exemple, on a reçu beaucoup de formations qui nous permettent aujourd'hui d'affronter beaucoup de choses dans la société. Par exemple, tu peux être un responsable de la famille, tu peux prendre femme et autre chose. Et tu peux aussi prendre à respecter tes supérieurs et même tes petits frères. Après 42 ans d'attente, Edjamat célèbre enfin une nouvelle génération d'initiés. Ce village de la commune de Moulombe renoue avec sa tradition, avec fierté, avec ferveur et surtout avec espoir. Sport pour terminer ce journal. Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 à l'issue d'un match nul cet après-midi face au Soudan. 0 but partout. Les Lions de la Teranga terminent deuxième du groupe D derrière le Soudan et croiseront l'Ouganda. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Hamidou Thiaw, président du parti MPR En Marche pour la Renaissance. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.